Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus, vous qui êtes ici présents dans ce grand amphithéâtre du Collège des Bernardins et vous qui nous avez choisis. Merci pour votre fidélité, amis téléspectateurs de KTO, bien sûr. Alors pour lancer ce débat, pour en donner la définition, je vous propose, une fois n'est pas coutume, une petite devinette. Elles sont partout dans la société dans laquelle nous vivons. Elles sont le sésame de la réussite scolaire et je dirais peut-être aussi de la réussite tout court. Et nous sommes une assez grande majorité à n'y rien comprendre. Vous l'avez trouvé, évidemment, il s'agit des mathématiques. Et bien que nous soyons en présence de matheux, vous allez le voir, nous allons oser une approche de ce sujet un peu persifleuse puisqu'il sera question des mathématiques. À quoi bon ? Alors, trois invités pour en parler, que je remercie par avance d'avoir accepté d'être avec nous. D'abord, Hugues d'Astarac. Hugues d'Astarac, vous êtes polytechnicien, ça vous situe d'entrée de jeu du point de vue de la pratique mathématicienne. Vous êtes un licencié en philosophie. Alors là, déjà, mathématiques, philosophie, c'est déjà, rien que par l'intitulé de vos formations initiales, peut-être un élément de réflexion sur ce que sont les mathématiques. Vous êtes diplômé de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique et toutes ces belles études et ces beaux diplômes, vous les mettez au service du monde de l'assurance, un monde qui fait, somme toute, passablement appel aux maths, hein, parce que les bons calculs font les bons comptes dans cet univers-là, et c'est d'ailleurs le rôle d'actuaire. Vous êtes vous-même diplômé actuaire. Tout à fait. Voilà. À vos côtés, Olivier Rey. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes également polytechnicien. Vous y enseignez d'ailleurs à l'école polytechnique. Vous y avez enseigné. Vous êtes chercheur en mathématiques au CNRS. Je ne suis plus chercheur en mathématiques. Alors, tout ça est à mettre à la parfait. Donc, c'est dans votre cursus. Vous êtes spécialiste des équations. Vous avez été, mais vous l'êtes toujours. Spécialiste des équations aux dérivées partielles non linéaires. Ça, c'est pour nous faire plaisir. Parce que déjà, avec un intitulé comme ça, je ne suis pas sûr qu'on soit très nombreux à avoir compris. Vous êtes membre de la section philosophie du CNRS. Ça, c'est l'aujourd'hui. Donc là encore, philosophie, maths. Chercheur en épistémologie. Et vous êtes aussi un romancier, un essayiste. Alors, à propos d'essais, eh bien, il sera pas mal question ce soir de cet ouvrage que j'ai amené, Itinéraire de l'égarement du rôle de la science dans l'absurdité contemporaine. C'est un ouvrage qui est paru aux éditions du Seuil. Enfin, à vos côtés, Yohan Yebou. Yohan Yebou, vous êtes un ancien élève de l'école normale supérieure, nul n'est parfait, agrégé de mathématiques tout de même. Vous êtes titulaire d'un DEA de mathématiques sur la théorie des nombres transcendants, c'est pas mal non plus. Et vous avez bien sûr enseigné les mathématiques dans des grands établissements parisiens. Et depuis juin 2010, vous avez été nommé inspecteur général de mathématiques de l'Éducation nationale. Vous êtes plusieurs à avoir ce titre ou vous êtes l'inspecteur numéro 1 ? Nous sommes 7 inspecteurs généraux de mathématiques. 7 inspecteurs généraux de mathématiques en France. J'ajoute que vous êtes l'auteur de 2 précis chez Vuibert, l'un d'analyse et l'autre de géométrie, que les bons élèves auront sûrement déjà entre les mains. Alors, pour rentrer dans notre débat, je voudrais vous demander, au fond, comment est-ce qu'on peut définir les mathématiques ? Qu'est-ce que c'est que de faire des mathématiques, Hugues d'Astarac ? Écoutez, je crois qu'avant tout, c'est faire des mathématiques, c'est rentrer dans l'abstraction. Et c'est, à mon avis, presque une équivalence. C'est-à-dire que quand on commence à faire des mathématiques, on rentre dans l'abstraction. Mais peut-être aussi que quand on commence à rentrer dans l'abstraction, on est sur la voie des mathématiques. Olivier Rey, votre définition ? Voilà, vous posez d'entrée une question extrêmement difficile. Ce qu'on appelle véritablement les mathématiques, on fait remonter cela aux Grecs. Les Grecs se sont posés beaucoup de questions sur ce que c'était que connaître quelque chose, ce que c'était que savoir, ce que c'était qu'apprendre. Et je pense que les mathématiques viennent d'une réflexion sur ce que c'est qu'un savoir qui n'est pas le savoir de quelque chose extérieur, mais d'un savoir qui se replie sur lui-même. C'est-à-dire que les mathématiques, si vous voulez compter quelque chose, vous regardez le monde, nulle part vous ne verrez des 3. En revanche, vous avez beaucoup d'objets que vous pouvez compter. Mais quand est-ce que compter, ça n'est pas encore faire des mathématiques. Quand est-ce qu'on va vraiment, véritablement faire des mathématiques? C'est lorsqu'on va s'interroger sur qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on compte
des objets. Et la notion de nombre vraiment mathématique va intervenir lorsque, précisément, on va abstraire, comme ce qui était dit auparavant, on va abstraire l'action de compter des objets particuliers sur lesquels on comptait pour arriver à une notion qui ne dépend plus de ces objets et qui est à ce moment-là le nombre mathématique qui ensuite va pouvoir se reprojeter sur tous les objets qu'on va compter. Et quel est le lien avec la philosophie et notamment à travers votre parcours à vous? Pourquoi passer des maths à la philo comme vous l'avez fait? Historiquement, il n'y avait pas de distinction entre les mathématiques et la philosophie. Platon, par exemple, sur le fronton de l'Académie, il y avait écrit « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». La tradition aujourd'hui identifie clairement Platon comme un philosophe, mais c'était quelqu'un qui s'intéressait, qui s'inscrivait dans la tradition pythagoricienne, et la réflexion mathématique faisait partie de ce dont on discutait dans l'école platonicienne. La séparation entre philosophie et mathématiques est très tardive, hein, c'est vraiment à l'époque moderne que Donc vous êtes dans la filiation de Platon, vous? Voilà, j'espère. N'ayons pas peur des grands modèles. Johan Yebou, votre définition à vous? Alors, votre question, c'était faire des mathématiques. Oui. Voilà. Donc, moi, la définition que je prendrais, faire des mathématiques, c'est résoudre des problèmes, se poser des questions, résoudre des problèmes. Alors, pas tout à fait n'importe lesquels, bien sûr. Et là, je rejoins les intervenants. Évidemment, c'est essentiellement des problèmes qui ont trait à certains types d'objets, les objets mathématiques, les nombres, les formes, la géométrie, et d'autres quand on va plus loin. Mais essentiellement, c'est un peu le message qu'on aimerait faire passer dans les classes, d'ailleurs, hein, dans mon rôle d'inspecteur général, il s'agit de mettre les élèves en activité, de les faire chercher des problèmes. Et évidemment, pour les chercher, il y a des méthodes, il y a des styles purement mathématiques, en particulier la question très importante de la démonstration. Même si on doit admettre qu'on peut faire des mathématiques, et dans les classes, on en fait, sans toujours se concentrer sur cet aspect de la démonstration, mais néanmoins, la démonstration peut être considérée comme l'un des éléments fondateurs des mathématiques. C'est un petit peu comme ça que je verrai les choses. Pour continuer sur ce qu'a dit M. Ray, nul n'entre ici s'il n'est géomètre, ça me rappelle une petite anecdote. Il y a quelques années, c'était une petite affiche qui était sur le bureau du groupe des inspecteurs de mathématiques au ministère, pour que les collègues des autres disciplines s'approchent avec prudence. Mais on a décidé de ne plus laisser ce petit message. Et alors, qu'est-ce qui explique cette partition, au fond, parmi les élèves et dans la société tout entière, entre ceux qui aiment les mathématiques et ceux qui les voient comme un cauchemar? Qu'est-ce que ça révèle des individus? Au fond, si les maths me plaisent, eh ben pourquoi est-ce qu'elles me plaisent? Et si c'est un cauchemar, qu'est-ce que ça révèle de ma personnalité? Alors, il est certain que les mathématiques ont joué un rôle très important de sélection. Hein, et évidemment, on a des générations d'individus qui ont souffert en fait de cette position des mathématiques comme discipline de sélection. Hein, je me souviens de l'époque de mes études au collège ou au lycée, hein, les années 70, où évidemment on avait la révolution des mathématiques modernes, appliquée de façon assez brutale, avec des professeurs pas toujours très bien préparés. Et évidemment, il est incontestable que ça a créé chez les élèves qui n'avaient pas le goût si affirmé pour cette discipline, ça a créé parfois des traumatismes. Moi, j'aurais tendance à dire qu'un enseignement des mathématiques bien conçu ne doit pas laisser sur le chemin les élèves qui, peut-être, n'en feront pas carrière, mais doit accompagner finalement tous les élèves, parce qu'il y a des choses que chaque élève doit rencontrer dans sa vie. Et là, c'est le travail essentiel de l'éducation, de notre travail, on peut dire, de trouver les chemins pour que tous les élèves puissent accéder à des mathématiques intéressantes, qu'ils puissent entrer dans ce jeu sans qu'elles soient vues comme discipline de sélection. Ça ne marche pas très bien, ça, Olivier Ray. Oui, enfin, si je peux raconter une petite anecdote, c'est une histoire qu'on m'avait racontée, une institutrice en cours préparatoire, qui, pour initier les enfants à ce qu'on appelle les relations d'ordre, donc classer des nombres
Là, en l'occurrence, c'est très simple, classer des nombres en ordre croissant ou décroissant. Et pour donner de la substance à la chose, il est dit Charlotte fait 1,28 m, Clémence fait 1,34 m, laquelle est la plus grande? Et il y a une élève de la classe qui répond Charlotte. Alors l'institutrice lui dit, mais regarde, Charlotte, elle fait 1,28 m, Clémence fait 1,34 m, pourquoi tu me dis que c'est Charlotte qui est la plus grande? Et la petite fille lui répond, parce que je préfère Charlotte. Voilà. Et à mon avis, c'est absolument typique de ce qui se passe et de ce qui fait que certaines personnes, justement, refusent d'entrer dans les mathématiques. On parle de blocage, on ne parle pas de blocage dans d'autres disciplines. Dans d'autres disciplines, on peut avoir des difficultés, mais on n'a pas de blocage. Et là, le blocage, ça vient de ce que... Il faut accepter de rentrer dans un certain mode de pensée où les choses, justement, où toutes les préférences que l'on peut avoir sont à mettre de côté, elles n'ont absolument pas cours. On n'a plus Charlotte qu'on aime et Clémence qu'on n'aime pas, on a 1,28 m et 1,34 m. Et en fait, rentrer dans les mathématiques, c'est précisément... Il a été question tout au départ d'abstraction, c'est un mot extrêmement important. Qu'est-ce que c'est que le concret? Le concret, c'est ce avec quoi on grandit. Concresco en grec, en latin, ça veut dire ce qui croît avec nous. Hein, ce qu'on retrouve dans le concrete, c'est le béton en anglais, c'est ce qui fait gang autour de nous. Et l'abstraction, c'est justement se dégager de cette gang. Et en fait, il y a ce moment, justement, d'arrachement, quand même, pour rentrer véritablement dans les mathématiques, de s'arracher avec nos évaluations familières pour rentrer dans un mode de pensée où ces évaluations familières n'ont plus cours. Donc il n'y a pas d'affect, au fond, dans l'exercice mathématique. On doit se détacher de ces subjectivité. C'est certain que au moment où il faut décider si 1,28 m est plus grand ou plus petit qu'1,34 m, non, ce n'est pas une question d'affect. Hein. Et là, il y a effectivement d'accepter de mettre son moi à côté. Et il y a des personnes pour qui ça ne pose pas de problème en disant je le mets à côté puis je le récupérerai à la sortie. Et puis il y a d'autres personnes qui disent mais oui, mais si je le mets à côté, est-ce que je vais vraiment le récupérer? Donc, Hugues d'Astarac, pour vous, les maths, c'est un élément intrinsèque de votre vie, de votre épanouissement? Épanouissement, pas complètement. Non, en fait, je voudrais simplement revenir sur la peur des mathématiques et donc faire référence à des cauchemars que m'ont causé aussi en classe préparatoire les mathématiques, avec des symboles qui dansent. Et je crois que c'est aussi un gros problème c'est à mon avis à la source aussi des blocages par rapport aux mathématiques, c'est peut-être une peur du hiéroglyphe. Finalement, l'abstraction, pourquoi pas, mais donc effectivement, on passe dans le terrain d'une certaine objectivité, mais je crois aussi que s'il y a plus de gens qui sont capables d'abstraction que de gens qui sont capables de faire des mathématiques. Et je vois donc au cours d'un enseignement que je donne en économie à des étudiants, et je crois, j'ai aucun mal à leur faire passer des idées, mais par contre, dès qu'on commence les exercices de mathématiques, là, j'ai un grand silence qui traduit une torpeur générale. Et je crois que c'est lié notamment à un problème de lien entre ces symboles qui passent pour des hiéroglyphes et la réalité. Alors pourquoi avoir fait des mathématiques une discipline aussi importante dans la sélection? Pourquoi est-ce qu'il faut être matheux en France pour réussir dans les études? Je n'ai pas une réponse très précise à cette question. Quand on examine un petit peu l'évolution de l'enseignement au cours du XXe siècle, on a eu un passage on peut dire, de la domination des humanités classiques à la domination par les mathématiques. On peut dire que ce passage s'est fait aux alentours des années 60, pour des raisons sans doute liées à l'évolution technique. On a souvent parlé du Spoutnik, le symbole de la science triomphante, qui a convaincu les décideurs politiques que les mathématiques et les sciences devaient être au centre de l'enseignement. On peut situer donc aux alentours des années... enfin, 1965, la création de la terminale C, qui a succédé à la Math-LM. Dans le système ancien, on avait le système des 3 baccalauréats, philosophie, mathématiques élémentaires et sciences expérimentales, qui a été remplacé par le système des séries ABCDE. Alors, c'est vrai que ça a créé un changement de point de vue,
avec un rôle des mathématiques beaucoup plus fort pour la sélection, bien que si l'on examine la situation antérieure, les choses soient plus nuancées. Moi, souvent, je remarque que dans le système antérieur, par exemple, les élèves qui faisaient finalement des classes préparatoires aux grandes écoles avaient souvent passé leur lycée dans des... concrètement, ils avaient leurs 2 baccalauréats. Le baccalauréat philo, le baccalauréat mathélème. Ce qui rejoint d'ailleurs l'idée qui a déjà été dite, qu'on ne raisonnait pas en termes de dichotomie entre la philosophie et les mathématiques. La majeure partie des bacheliers, enfin une grande partie des bacheliers des années 50, en tout cas du début du XXe siècle, sont passés par un cursus avec à la fois beaucoup de mathématiques et beaucoup de philosophie. Sans doute plus que de littérature au sens où on le comprend aujourd'hui. Donc il y a une corrélation entre la place des sciences dans le monde moderne et la place des mathématiques dans l'enseignement. Vous êtes tous d'accord avec cette affirmation? C'est une des raisons. En fait, il y en a également d'autres. Il y a aussi l'idée que dans les études littéraires, il y avait plus de connivence, disons, entre les enseignants et les élèves issus des milieux favorisés qu'en mathématiques, et donc finalement sélectionnés par les mathématiques étaient plus justes socialement que dans les études littéraires. Bilan mitigé. Ah oui, non, mais je vous parle là des arguments qui sont entrés dans le débat. Bon, il y a également le fait que la notation, on pourrait dire en mathématiques, est plus objective, jusqu'à un certain point plus objective que dans d'autres disciplines, ce qui, lorsqu'il est question de sélection, est quand même aussi, un atout à prendre en compte. Et puis il y a aussi le fait que, à partir des années 60, se sont développées de plus en plus des doctrines pédagogiques allant vers l'expression des élèves, et en particulier donc dans les disciplines littéraires, l'enseignement littéraire est devenu beaucoup moins normatif qu'il ne pouvait l'être auparavant, en allant beaucoup plus vers la libre expression des élèves, et que donc d'une certaine manière les mathématiques sont devenues une sorte d'endroit qui restait justement, où on mettait quand même de la limite à l'expressivité, parce qu'une démonstration c'est une démonstration, et justement comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné, quand on fait des mathématiques, il faut mettre son moi à côté pour se plier à une certaine discipline. Comment est-ce qu'on enseigne les maths en France? Parce que c'est quand même une matière sur laquelle il y a eu des évolutions depuis les fameuses années 60. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité de l'apprentissage des maths en France? Est-ce qu'on en fait plus que dans d'autres pays? Moi, il me semble que oui, dans le monde anglo-saxon, on ne sélectionne pas de la même manière l'élite par l'exercice mathématique. L'école polytechnique a-t-elle son équivalent dans le monde anglo-saxon? Alors, je crois que oui, elle a son équivalent, elle a même son modèle actuel, c'est-à-dire certaines universités américaines, notamment le MIT. Après, effectivement, dans l'industrie, et notamment dans l'industrie financière, il est reconnu qu'ayant fait de l'histoire, on peut très bien rentrer dans la banque et monter. Donc la place des mathématiques dans la sélection semble beaucoup moins prégnante. Johan Yebou, sur l'évolution. Ce qui est spécifique à la France, c'est en effet l'existence d'une série, la série scientifique, qui statistiquement attire une bonne partie des meilleurs élèves. C'est un fait que cette série scientifique, on n'en trouve pas tout à fait l'équivalent dans les autres pays, dans la mesure où on a assez souvent en fait des études plus différenciées, on pourrait dire. La série scientifique, en fait, elle est bien entendu caractérisée par un enseignement mathématique, en physique et en sciences de la vie et de la Terre important, mais en fait, elle a aussi de la philosophie, des langues, de l'histoire-géographie, jusqu'à la prochaine réforme, disons. Et donc, classiquement, c'est quand même une série, on peut dire, de l'honnête homme, c'est-à-dire, en fait, où on exige beaucoup des élèves en termes de diversité des disciplines. Ce phénomène est moins présent dans les autres pays. Je n'ai pas une connaissance exhaustive, évidemment, des systèmes éducatifs des autres pays, mais en général, on a des filières plus différenciées qui balayent moins de disciplines. Donc c'est vrai qu'en France, on a et c'est vrai que cette série
statistiquement des bons élèves, c'est en effet la série scientifique. Et quels sont les débats justement dans le monde de l'enseignement autour des maths? Vers quoi? Quelles sont les tensions au fond? Qu'est-ce qui est remis en cause? Alors, classiquement, on est passé on pourrait dire de l'idéologie du tout mathématique des années 70, les mathématiques modernes, c'est-à-dire les mathématiques capables d'expliquer tout, à une position quand même beaucoup plus modeste. Hein. La position actuelle de l'enseignement des mathématiques, c'est à la fois une discipline très importante pour la formation des élèves, mais aussi une discipline qui doit être, on pourrait dire, plus accueillante, qui doit être plus à l'écoute à la fois des élèves et des autres disciplines. Il s'agit de sortir du discours de la domination des mathématiques. Je crois que, de ce point de vue, ça fait un certain temps que, du côté, par exemple, de l'inspection de mathématiques, on est bien convaincu que nous n'avons pas à prendre une position comme on dit souvent, de l'impérialisme des mathématiques, que ça n'est pas d'actualité. Et je crois quand même, il suffit de voir la façon dont les programmes sont rédigés, qu'il y a une volonté de faire en sorte que les mathématiques perdent ce rôle de discipline purement sélective et s'ouvrent en fait à des horizons un petit peu différents et en particulier essayent de travailler en coopération avec toutes les disciplines. Je crois que, par exemple, en série ES, il y a un effort pour que les mathématiques enseignées puissent avoir une résonance pour les sciences économiques et sociales. Évidemment, dans la série scientifique, le lien avec les sciences physiques et chimiques est tout à fait évident, mais il y a toujours cette volonté de ne pas fonctionner en totale domination du reste des disciplines. Et je crois qu'on est quand même sorti, parce que c'est vrai que ça existait. Ça existait dans les 70, et ça s'est peut-être un peu prolongé ensuite, mais je crois qu'on en est quand même sorti maintenant. Alors, Olivier Rey, vous nous aidez à travers cet ouvrage que je présentais à l'introduction, Itinéraire de l'égarement, du rôle de la science dans l'absurdité contemporaine, ce qui est pour le moins virulent comme intitulé. Oui, mais il faut toujours avoir des titres virulents si on va avoir une chance de vendre quelques exemplaires. Donc, puis après, à l'intérieur du livre, on nuance. Alors justement, vous évoquez, je pense que c'est le moment de faire un peu cette mise en perspective historique, vous évoquez ce que vous appelez l'efflorescence spectaculaire à partir du XVIe siècle de la place des mathématiques dans la société. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Écoutez, c'est une grande histoire. En commençant, j'avais évoqué Platon. Pour Platon, donnait un très grand rôle aux mathématiques pour la raison suivante, c'est que pour Platon, il y avait d'un côté le monde sensible, et puis de l'autre côté, il y avait le monde intelligible. Alors les hommes, ils ont tendance à croire que l'être vrai des choses, ça se joue dans le sensible, et en fait, Platon dit pas du tout, c'est le monde intelligible qui est le lieu de la vérité de l'être, et le monde sensible n'est qu'une projection de ce monde intelligible. Et comment on fait le lien entre le monde des idées et le monde sensible? Eh bien, précisément, c'est les mathématiques. Donc les mathématiques, c'est ce qui permet de passer du sensible à l'intelligible et de l'intelligible au sensible. Et en fait, cette idée, elle ressurgit en Europe avec la redécouverte de Platon. Mais là, le contexte a changé puisqu'on est dans une théologie avec l'idée d'un Dieu créateur. Et là, on s'interroge sur ce Dieu créateur qui est censé avoir tout créé ex nihilo, comment il a agencé sa création au moment justement de son geste créateur. Et quel est l'ordre des choses qui peut exister avant les choses? Eh bien, ce sont précisément les mathématiques. J'ajoute encore une autre chose, c'est que non seulement le Dieu est créateur, mais en plus, tout dans sa création a sa nécessité. D'autre part, le langage de la nécessité, ce sont les mathématiques. On retrouve encore le fait, et c'est comme ça qu'on arrive à cette proposition tout à fait étrange a priori de Galilée, qui est que le livre de la nature est écrit en caractères mathématiques. Vous permettez que j'en fasse la citation, parce qu'elle me paraît assez déterminante. La philosophie, alors il commence par la philosophie, est écrite dans cet immense livre qui est constamment ouvert sous nos yeux, je veux dire l'univers, mais l'on peut le comprendre si l'on ne s'applique d'abord à en comprendre la langue et à connaître les caractères avec lesquels il est écrit. Il est écrit en langue mathématique et ces caractères sont les triangles, cercles et autres figures. Voilà, mais ça, on peut comprendre qu'on arrive à ce genre de proposition parce qu'à l'arrière-plan, il y a cette théologie
qui conçoit le monde comme étant créé par Dieu. D'ailleurs, Galilée parle du livre de la nature, c'est en parallèle aux écritures saintes, etc. Mais donc, dans cette perspective-là, si le monde est écrit en caractère mathématique, les mathématiques prennent évidemment une importance absolument cruciale, puisque c'est ce qui va permettre de lire le monde tel qu'il est écrit. Et il faut reconnaître que cette démarche-là va avoir une fortune absolument extraordinaire. Johan Guibout, ça vous paraît effectivement un détonateur, là, cette formule de Galilée? Il est certain qu'au XVIe siècle, et dans les siècles qui ont suivi, on a cette situation un peu paradoxale du développement, c'est assez frappant, de mathématiques qui, par certains côtés, vont bien au-delà des nécessités de la vie, en quelque sorte. Il y a vraiment une explosion dans le monde occidental, en tout cas, sur on peut penser à Newton, la création du calcul différentiel et intégral. Enfin, on va pas donner tous les exemples. C'est vraiment, en effet, dans le monde occidental, un moment clé. Hugues d'Estaing, pas de remarque là-dessus. Alors, il y a ensuite Descartes, qui apporte sa pierre à cet édifice. Donc Platon, Galilée, Descartes, moi j'ai l'impression que c'est vos trois auteurs de référence. Descartes, c'est presque, sa vie se chevauche avec celle de Galilée. Il y a juste une génération d'écart, mais ce sont presque des contemporains. Chez Descartes, le rôle des mathématiques est un peu différent. C'est-à-dire que pour Descartes, il veut construire la nouvelle science sur la certitude. Et à ce moment-là, il dit, mais qu'est-ce qui fait que d'un moment de la pensée à un autre moment de la pensée, on va d'une certitude à une autre certitude? Il faut qu'il y ait un rapport de nécessité entre les deux. Et encore une fois, les rapports de nécessité doivent pouvoir se traduire de manière mathématique. Et donc là, on a aussi chez Descartes un rôle absolument central des mathématiques, mais non pas là, comme les mathématiques, elles seraient dans le monde, et il faudrait aller les chercher dans le monde, mais c'est plutôt par sa démarche propre que l'homme, en fait, va décrire le monde par les mathématiques. Mais en fait, les deux démarches se rejoignent sur le fait que, effectivement, toute la nouvelle science va s'édifier autour des mathématiques. Mais là, pourquoi ça a marché de manière aussi extraordinaire? Là, il faut faire une toute petite parenthèse quand même pour voir en quoi s'enracinent les mathématiques. J'en ai dit un tout petit mot tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent que les mathématiques, c'est une idéalisation de choses qu'on rencontre autour de nous. En fait, on voit la surface d'un lac, et puis on imagine que le lac n'a pas de rive, et puis donc ça ferait un plan. Ou bien on voit des lignes plus ou moins rectilignes, et puis on les prolonge idéalement, et puis ça va faire une droite. En fait, non, c'est pas comme ça qu'on arrive au concept mathématique. On arrive à la notion mathématique de droite en essayant d'aller le plus rapidement possible d'un point à un autre. C'est-à-dire c'est toujours lié, en fait, à une certaine action. Poincaré, grand mathématicien s'il en est, disait « Pour un être parfaitement immobile, il n'y aurait pas de géométrie ». C'est-à-dire qu'en fait, c'est en bougeant dans le monde qu'on va pouvoir élaborer petit à petit les notions géométriques. Mais cela dit, il ne suffit pas de bouger pour faire des mathématiques, ça se saurait. En fait, c'est, comme je le disais tout à l'heure, il faut bouger et s'interroger, non pas sur, justement, quand je vais d'un point à un autre, c'est non pas d'aller de ma cuisine à mon salon, mais c'est d'un point A à un point B. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les points deviennent simplement des données indifférentes et qu'on s'interroge sur comment faire pour aller le plus rapidement possible d'un point à un autre. Et c'est comme ça qu'on arrive à la définition de la droite. Mais alors donc, les concepts mathématiques, du coup, sont des concepts intrinsèquement opératoires, et la science moderne, c'est la reconstruction du monde avec ces concepts opératoires, et donc c'est ce qui explique que ça va avoir une fortune technique absolument incroyable. Alors vous la dénoncez, cette fortune technique-là, parce que quand même, vous êtes sorti avec une belle pirouette en disant « j'ai choisi un titre polémique parce que ça fait vendre des bouquins », mais enfin, un homme intelligent comme vous... À vrai dire, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est l'éditeur. Bah, assumez-le tout de même, parce qu'en plus, il y aurait itinéraire de l'égarement, je veux bien, mais du rôle de la science, on va remplacer science par mathématiques, dans l'absurdité contemporaine. Oui. Oui. Bah, expliquez-vous, monsieur. Non, mais moi, je ne suis pas du tout contre la technique, je suis contre le rôle qu'on lui fait jouer. C'est-à-dire, ce qui est emblématique de cela, si vous voulez, c'est le procès de Galilée. Bon, Galilée qui veut défendre la doctrine copernicienne, comme quoi la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse. L'Église, à vrai dire, n'était pas du tout opposée à l'enseignement de cette doctrine à titre d'hypothèse. Le problème avec Galilée, c'est qu'il dit non, c'est pas une hypothèse, c'est la vérité, je veux le démontrer. Bon, c'est là qu'il a des problèmes, mais
Si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'à partir de ce procès entre Galilée et l'Église, Pascal, une génération après, l'a très bien vu. Il a dit que c'était un procès absurde, puisque, en fait, l'Église, son propos n'a rien à voir avec des questions d'astronomie. Mais en fait, autour de ce procès, on voit se nouer cette idée d'une rivalité entre l'Église et la nouvelle science, qui induit cette idée que en fait, les deux sont du même ordre et qu'en fait, on va installer donc la science et après la transformation technique du monde qu'elle permet comme une sorte de remplacement par rapport à la spiritualité dont était porteuse l'Église. Et c'est donc ça, c'est-à-dire que par symétrisation, à vrai dire, des adversaires, la société moderne va être amenée à faire porter à la science et à la technique un rôle messianique qu'elle n'est pas destinée à remplir. Alors aujourd'hui, on ne va peut-être pas dire que c'est principalement ça qui préoccupe cette opposition entre science et religieux, mais c'est quand même une opposition entre science et autre chose, c'est-à-dire qu'est-ce que l'hyper-scientifisation de la société, peut-être pas comme ça que ça se dit, mais enfin, vous m'avez compris, qu'est-ce que ça cache, en quoi ça appauvrit notre monde et notre réflexion? À mon avis, un exemple assez simple dans ce qu'on rate avec les mathématiques, c'est simplement, par exemple, les couleurs, les goûts, les parfums, tout simplement. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple, on dit cette table est violette ou mauve selon la perception qu'on en a, et le fait est qu'on est absolument incapable de dire ce qui m'apparaît comme violet ou mauve vous apparaît de la même manière. Finalement, mon rouge est peut-être pour vous ce qui serait mon vert ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose de conventionnel. Simplement, on m'a dit un jour cette table est violette ou mauve. Mais c'est simplement, donc, et à force de reconnaître cette même couleur, finalement, je suis habitué à dire cette table est violette. Et donc, tel objet de la même couleur sera aussi violet. Alors si on va dans ce sens-là, vous êtes en train de nous dire qu'on est complètement conditionné au fond et que notre éducation scientifique nous empêche d'épanouir d'autres domaines. Est-ce que c'est pour ça que vous faites de la philosophie les uns et les autres? Non, mais ce qui est en cause là, c'est que justement on va remplacer le fait violet, on sait mal définir, par une longueur d'onde de la lumière qu'on va pouvoir enregistrer sur un appareil. Mais là, à ce moment-là, effectivement, c'est une mesure qui devient objective, mais on va dire le violet, c'est telle longueur d'onde, mais la sensation, c'est-à-dire le vécu que l'on a par rapport à une couleur... Lui, on ne le met pas en équation. Non, lui, il est complètement oublié dans cette opération. Un point intéressant de la discussion, c'est le glissement qui se fait entre le point de départ, les mathématiques, et les sciences et les techniques. Parce que moi, quand je vous écoute, je me dis, ce discours, par exemple sur les longueurs d'onde correspondant à la couleur violette, c'est un discours qui touche aux sciences physiques. Alors évidemment, les mathématiques, langage de la science, donc elles ne sont peut-être pas innocentes dans cette affaire. Mais il n'empêche que les mathématiques, et là je crois que nous sommes tous d'accord, c'est à la fois quelque chose qui peut être pris comme le langage de la science, mais c'est aussi un langage par lui-même, un domaine autonome qui, à certains égards, est aussi proche de la philosophie, on l'a déjà dit, que des sciences. Par conséquent, je dirais que cette discussion devrait être sans doute replacée sur la question quelle est la part des mathématiques dans le sujet qui nous occupe, celui de la science et celui des techniques. Parce que, bien entendu, la science, ça peut être vu comme, quelque chose d'assez éthéré, assez éloigné du monde réel. Mais après, là, il y a la technique, c'est-à-dire la façon d'appliquer les connaissances scientifiques pour la transformation du monde. Donc c'est un peu la question que j'aimerais poser. Dans cette affaire, quid des mathématiques, des sciences et de la technique? Moi, j'ai trouvé une réponse dans l'excellent ouvrage d'Olivier Rey. La science moderne, c'est vous qui avez écrit ça, se distingue avant tout par le caractère mathématique universel de ses théories. Oui, ça, je pense quand même qu'effectivement, dans les sciences modernes, les mathématiques sont plus qu'un langage. J'aime beaucoup l'expression de Jean-Marc Lévy-Leblond qui dit que dans les sciences modernes, les mathématiques ne s'appliquent pas, elles s'impliquent. C'est-à-dire que, en fait,
dans les sciences physiques, il n'y a pas un monde auquel on est confronté, qu'on essaye de décrire, et puis, bah, tiens, on va prendre la langue mathématique pour le décrire. Non, c'est d'emblée, en fait, une appréhension par les mathématiques du monde. Il n'y a pas de physique, si vous voulez, moderne, indépendamment des mathématiques. Ce n'est pas pensable. Donc, les mathématiques sont plus qu'un langage. Et d'autre part, je suis d'accord que ça, n'importe quel mathématicien, effectivement, travaille, réfléchit en dehors de toute idée de technique. Mais en même temps, il faut bien voir que si autant de personnes se sont consacrées aux mathématiques depuis plusieurs siècles en Occident, c'est quand même bien aussi à cause de ce que disait Galilée, c'est-à-dire que les mathématiques, que le livre de la nature est écrit en caractère mathématique. Et donc le mathématicien en tant que tel, lui, il ne se soucie pas de la technique, mais si la société dans laquelle il vit l'a amené à faire des mathématiques, c'est aussi parce que dans cette société, les mathématiques jouent un rôle très grand, y compris d'un point de vue technique et de transformation du monde. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas la question de la vérité, du vrai qui se pose là, à ce stade de ce débat? C'est-à-dire qu'on ne sait pas dire autrement qu'une chose est vraie si elle est démontrée mathématiquement? Peut-être bien. En fait, je crois que pour revenir à ces couleurs et qu'on rate avec les mathématiques, je crois qu'il y a un fait fondamental, c'est que les mathématiques aujourd'hui, les mathématiques modernes, et là je parle sous votre contrôle, sont fondées intégralement ou presque intégralement sur la théorie des ensembles. Et donc finalement, dans le langage, enfin dans ce plus que langage mathématique, qu'est-ce qu'on va chercher à savoir? On ne va pas chercher à savoir comment m'apparaît le violet, mais par contre, je vais chercher à voir que la table est violette, mais qu'elle n'est pas bleue et qu'elle n'est pas jaune. Et donc je crois que la démarche scientifique, enfin la démarche mathématique, la démarche du mathématicien qui applique son savoir mathématique aux sciences, c'est non pas d'aller chercher les choses telles qu'elles m'apparaissent, mais par contre d'aller chercher les choses situées au milieu d'un ensemble de potentialités, de virtualités, qui sont déterminées par l'esprit. Soit, mais la théorie des ensembles, je ne suis pas sûr que ça ait éclairé forcément le raisonnement de tous nos téléspectateurs. Vous introduisez une donnée là qui vous semble évidente, mais... Alors, en fait, simplement, la théorie des ensembles, en fait, c'est peut-être un bien grand mot pour finalement désigner quelque chose qu'on utilise tout le temps. Simplement, quand je dis les maths sont fondées sur la théorie des ensembles, à la limite, peu importe, je dirais, dans l'immédiat, comment elles le sont. Simplement, c'est, pour reprendre toujours l'exemple de cette table, je définis un ensemble qui est l'ensemble des couleurs. Et à la limite, je peux vraiment le déterminer, cet ensemble de couleurs, en prenant l'arc-en-ciel. Et puis, donc, ce sera fait de bleu, de jaune, de vert, etc. Et à partir de cet ensemble, finalement, donc de couleurs, je vais chercher à situer la table. Cette table est violette et non pas jaune, ni bleue, ni verte. Et à mon avis, c'est là, à la limite, on peut poursuivre la démarche en disant finalement, peu importe la manière dont m'apparaît la couleur violette, ce qui m'intéresse, c'est cette affirmation et négation. Cette table est violette et elle n'est pas verte et elle n'est pas jaune. Alors ensuite, pour poursuivre la démarche physique, on s'intéresse par exemple à la position d'un objet dans l'espace. Et ce que la démarche du scientifique, ça va être de prédire l'endroit dans lequel elle va être. Et donc l'espace, qu'est-ce que c'est finalement d'autre qu'un ensemble de points avec une certaine structure? Finalement, ce que va chercher à dire le mathématicien, c'est la particule ou cet objet dans l'espace sera ici et non pas là. Alors, on va élargir un peu notre débat. En quoi tout cela contribue à l'absurdité contemporaine? De quelle absurdité? Là, on y touchait, c'est-à-dire qu'effectivement, par les mathématiques, comme les notions mathématiques viennent d'expériences d'action, qui sont ensuite repensées en tant qu'opérations, en fait, par les mathématiques, on peut appréhender toutes les choses qui sont à l'extérieur. Mais en revanche, quelque chose qui est intrinsèquement étranger aux mathématiques, je dirais que c'est le pathétique. Le pathétique au sens de pathos, c'est-à-dire en fait de ce que l'on ressent. Vous voyez, les mathématiques ne peuvent rien dire de ce que l'on ressent. Et c'est là où je disais que, encore une fois, quand je parlais d'absurdité dans le rôle qu'on fait jouer aux sciences et aux techniques dans la société moderne et contemporaine,
c'est pas du tout dirigé contre les sciences et les techniques en elles-mêmes, mais c'est dans le fait que par les sciences et les techniques, on puisse apporter une réponse à toutes les questions, alors qu'il y a énormément de questions humaines qui, au contraire, ne sont pas du tout des questions qui sont dirigées vers l'extérieur, mais qui sont au contraire des questions qui sont dirigées vers l'intérieur, sur la connaissance de soi-même, et ça qui est fondé sur justement ce que l'on ressent, ce que j'appellerais donc le pathétique. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement imperméable justement aux mathématiques. Les mathématiques sont étrangères à la dimension du mystère, par exemple. Est-ce que aujourd'hui... Ah non, ça je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça du tout. Il y a beaucoup de mystères en mathématiques, mais... Le mystère de la création de l'univers. Est-ce que les mathématiques, aujourd'hui, l'ont mis en équation ? On peut toujours mettre en équation. Après, la question, c'est de savoir si les équations disent véritablement quelque chose sur ce qui s'est passé. Ça reste des spéculations, théoriques. D'autant qu'en plus, quand on se met à parler de l'univers, le problème... Poincaré disait, par exemple, que l'univers n'était pas un véritable objet pour les sciences physiques, parce que pour faire véritablement des sciences physiques, il faut pouvoir faire des tests, et donc il faut pouvoir reproduire des expériences. La science moderne, expérimentale, ça se fonde sur des expériences reproductibles. Bon, le problème, l'univers, on n'en a qu'un. Donc, on ne peut pas reproduire les expériences. On ne va pas dire, tiens, je vais créer un univers, puis voir comment ça se passe, et puis en prendre un deuxième en changeant les paramètres. Non, on n'en a qu'un. Donc, en fait, tout ce qu'on peut faire sur l'univers, c'est, à partir des théories physiques dont on dispose, composer des scénarios plausibles. Mais ils ne peuvent pas dépasser le statut de la plausibilité, ce qui n'est pas du tout d'ailleurs les discréditer. On a tout à fait le droit de faire ça, mais il ne faut pas leur faire dire plus qu'ils ne disent. Il y aurait beaucoup à dire sur cette question du mystère. Alors tout d'abord, le mystère de l'univers, effectivement, c'est un problème, je dirais, qui se rattache à la physique, le monde réel. Donc évidemment, comme l'a dit M. Ray, les possibilités des mathématiques sont certainement très grandes, mais elles doivent rester un petit peu modestes. Elles ne peuvent pas répondre à la question du mystère de la création de l'univers par elles-mêmes. Il y a, si possible, des questions expérimentales qui se posent, mais évidemment, dans le cas de la création de l'univers, les expériences sont difficiles à faire. Mais le mystère, c'est aussi le mystère des conjectures, les problèmes ouverts, les questions difficiles qui existent, que se lèguent les mathématiciens. Et là, je crois qu'il y a vraiment dans les activités du mathématicien une forte volonté de s'approcher en quelque sorte des questions les plus difficiles. Alors effectivement, ce n'est pas le mystère de l'univers réel, c'est le mystère... Alors, on pourrait prendre des exemples, je sais pas, la conjecture de Riemann, on a une fonction qui pour une raison ou une autre est considérée comme particulièrement importante et dont on constate expérimentalement qu'elle a certaines propriétés et dont on essaie de démontrer que ces propriétés sont vérifiées systématiquement. Bon, les mathématiciens n'arrivent pas à résoudre cette question, ils sont sûrs qu'elle est très importante. Ils sont donc face à un certain mystère. Mais alors là, c'est un mystère purement à l'intérieur des mathématiques, mais cependant très stimulant. Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose que le mystère de la création du monde ou des questions fondamentales de la vie, évidemment. Oui, Véret ? Oui, non, mais tout à fait. Mais Galilée, quand il se défendait, quand il essayait de défendre ses positions, justement, à un moment donné, il a essayé de dire que il n'y avait pas lieu d'entrer en conflit avec les autorités religieuses, parce qu'il disait l'Église, elle s'occupe de faire aller les âmes au ciel, et l'astronomie s'occupe de savoir comment les astres tournent dans le ciel. Vous voyez ? Et en fait, justement, moi, l'absurdité dont je parle, c'est comment, au fil du temps, justement, a pu s'implanter cette idée que la science était une religion de remplacement, alors que justement, elle a un rôle qui est extrêmement important, mais qui n'est pas celui-là. Voilà. Et c'est pour ça que quand on dit « Ah, vous êtes contre la science », non, je ne suis pas du tout contre la science, je suis pour la science au bon endroit. Il y a un domaine là dans lequel nous sommes plongés malheureusement en ce moment, c'est celui de la crise économique et financière. Et on s'interroge quand même sur le rôle des mathématiques dans cette crise. Voilà. Est-ce que ce n'est pas un des exemples dans lequel on a eu le sentiment, avec les mathématiques, qu'on allait mettre en équation les évolutions des valeurs, la titrisation, sauf erreur de ma part, a quand même beaucoup à voir avec les maths. Le bilan est pathétique. Oui.
Même si le pathétique n'est pas en équation. Ça rejoint une remarque que je voulais faire, c'est que dans toutes ces questions, il est important de garder une forme de modestie. Je veux dire par là, et d'ailleurs, d'une certaine façon, je serais à la fois, vous voyez, quand j'écoute une discours très intéressant sur la position, par exemple, des mathématiques par rapport à la physique. Dire, est-ce que la physique moderne peut exister sans mathématiques? Donc, j'ai bien entendu ce que dit M. Ray, d'une certaine façon, je suis d'accord. C'est vrai que la physique moderne, elle est construite sur des théories mathématiques avancées, c'est tout à fait vrai. Mais je dirais quand même que la physique, elle existe par elle-même, indépendamment des mathématiques. Si je discute avec mes collègues inspecteurs généraux de physique, je n'irai certainement pas leur dire que les mathématiques sont absolument indispensables pour toute leur activité. Ils ne seraient pas d'accord avec cette idée, particulièrement dans l'enseignement. Donc, j'aurais une position beaucoup plus modeste. Dire, moi, je pense que les mathématiques, c'est utile pour la physique, mais je n'affirmerai jamais que c'est un prérequis, qu'on ne peut rien faire. Enfin, je serais plus prudent, plus modeste. Alors, pour l'économie, a fortiori. Et effectivement, le gros problème, c'est de penser qu'on puisse avoir des mathématiques qui vont expliquer tout, qui vont prévoir l'avenir quasiment, qui vont permettre de gagner de l'argent sans risque. Enfin, voilà, l'emballement de l'application de mathématiques, sans doute pas suffisamment bien maîtrisé, est effectivement tout à fait dommageable. Je dirais que c'est en principe pas tout à fait de leur faute à elles. Je veux dire, c'est un enchaînement. Il faudrait voir. Alors, je pense que Astarac connaît ce genre de choses beaucoup mieux que moi, donc je vais te donner la parole. Voilà, les relations entre les mathématiciens et les banquiers, par exemple. Il faudrait voir un peu comment ça marche. Hugues d'Astarac. La première chose que je voudrais préciser, c'est que donc, on n'a pas attendu d'avoir les mathématiques dans la finance, c'est-à-dire il y a à peu près 30 ans, pour avoir des crises financières. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est effectivement sur les relations entre les mathématiciens et les banquiers. Effectivement, je crois que les modèles mathématiques, dont le rôle fondamental est de déterminer une valeur à des contrats qui ont des plus ou moins tordus, ou plus ou moins riches, selon l'approche qu'on a. Donc ces modèles sont toujours imparfaits. Parfois, c'est notre capacité à utiliser ces modèles qui est imparfaite. Et ce qu'on constate aussi quand on travaille un peu dans l'industrie, c'est que parfois c'est le non-mathématicien qui réclame telle valeur et donc qui réclame finalement les bonnes hypothèses pour le modèle pour avoir à la fin le chiffre qu'attend le manager. Donc finalement le mathématicien est un peu aux ordres du financier pour déterminer les bonnes hypothèses dans son modèle et pour avoir à la fin la valeur qu'il attend. Le modèle étant dans ce cas-là une simple caution de scientificité. Pour asseoir l'autorité de l'entreprise vis-à-vis du marché. Ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez, vous. Vous êtes justement là pour établir un certain nombre de règles éthiques et pour que ces édifices financiers restent debout, même si tout s'effondre. Oui, alors effectivement, malgré tout, ces modèles peuvent nous apporter des choses parce que de toute façon, il y a des contrats qui sont, des instruments financiers dans les bilans des compagnies financières qui sont plus ou moins compliqués, parfois très compliqués. Et parfois, on aimerait bien savoir ce que vaut tel instrument par rapport à l'état du marché, par rapport à la donnée de la valeur des taux d'intérêt, de ceci, de cela. Et donc, les modèles peuvent nous dire des choses intéressantes là-dessus. Après, je crois qu'une chose importante, c'est de rester modeste, comme le disait M. Yébou. Le modèle ne nous dit pas la vérité sur la valeur intrinsèque de l'instrument. Alors, Olivier Ray, notre débat touche à sa fin. Quelle est, selon vous, la juste place? Vous en avez dénoncé les excès. Ouais, justement, là, avec ce qui a été dit, on voit très bien comment, en fait, c'est mis en place aussi avec le temps une sorte de fétichisme vis-à-vis des mathématiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, on revient à la phrase de Galilée, le livre de la nature est écrit en caractère mathématique, on s'est lancé dans des sciences de la nature structuré par les mathématiques, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu quand même un certain nombre de succès retentissants. Et donc là, on se dit qu'effectivement, par les mathématiques, on capte quelque chose de la réalité. Et du coup, c'est implanté cette idée que là où il y a des mathématiques, on capte la réalité.
Mais ça n'est pas parce que ça a marché un certain nombre de fois et à certains endroits qu'il suffit qu'il y ait des équations pour que ces équations correspondent à une réalité et que ça marche. Voilà. Mais en fait, il y a eu tendance justement parce que les mathématiques avaient remporté un très grand nombre de succès à certains endroits, que dès qu'il y avait des mathématiques, voilà, c'était rigoureux et que ça correspondait à la réalité. Bon, il s'avère que dans certains cas, ça ne marche pas du tout. Yoann Niébou, votre mot de conclusion, cette notion de fétichisme à l'égard des mathématiques? Oui, c'est des choses vous l'assumez? Je le critique, mais c'est vrai que ça a existé et que ça peut continuer à exister. On a déjà lu des articles qui, utilisaient des équations dans des contextes où visiblement il aurait été préférable de donner quelques explications et ça aurait évité de déformer la réalité. Moi, je dirais que les mathématiques, c'est un outil merveilleux, c'est une discipline très formatrice, mais elles ne doivent pas avoir ce rôle de discipline dominante, capable de dire toute la vérité sur tout. Ça, c'est absolument... C'est évident quand je caricature, mais il faut se convaincre que dans beaucoup de situations, la valeur de ce qu'on peut faire avec les mathématiques, c'est la valeur du modèle qui a été posé au départ. Et ce modèle, c'est une hypothèse. Et à partir du moment où c'est une hypothèse, il faut bien voir que les conclusions qu'on en tire auront le même degré de certitude que celui des hypothèses. C'est un petit peu ça, on pourrait dire, le point de vue que j'aurais, c'est-à-dire, effectivement, les mathématiques, ça vous permet de faire des déductions tout à fait correctes, mais si les points de départ sont mal assurés, les conclusions le seront aussi. Très bien, écoutez, vous avez eu le mot de la fin. Je rappelle donc l'ouvrage d'Olivier Rey, Itinéraire de l'égarement du rôle de la science dans l'absurdité contemporaine aux éditions du Seuil. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débat. Merci, au revoir.